Ce chapitre va nous permettre de revenir sur la lumière, sur la modélisation de la propagation de la lumière, et puis également les lois de Snell-Descartes, en tout cas une application de la loi de Snell-Descartes. Vous savez que pour voir un objet, il faut qu'au moins un rayon lumineux issu de l'objet parvienne jusqu'à l'œil, soit directement depuis une source primaire, comme le soleil ou une lampe, ou alors via un objet diffusant qui diffuse les rayons provenant d'une source primaire. Et ce que l'œil voit ou ce que l'appareil photo produit s'appelle une image. Oui, mais alors, est-ce qu'un rayon issu d'un objet forme toujours une image? Par exemple, une bougie allumée, ça ne produit pas d'image sur un mur, mais seulement une tache lumineuse floue. Et pourquoi, justement? Et qu'est-ce qui fait qu'un œil ou un appareil photo est capable, lui, de produire une image? Eh ben, c'est tout l'enjeu de cette vidéo. Pour apporter une réponse satisfaisante à cette question, on va utiliser le modèle du rayon lumineux. Et je vais vous montrer, avant de commencer, le lien entre rayon lumineux et onde progressive que nous avons vu au chapitre précédent. Vous savez que la lumière est une onde électromagnétique. Et comme les ondes mécaniques qu'on a vues au chapitre précédent, eh bien en fait il s'agit d'une propagation dans l'espace d'une perturbation. Donc dans l'animation que je vous propose, on voit par exemple une onde qui se déplace à la surface de l'eau. Et en fait, pour éviter de représenter entièrement l'onde, on peut simplement représenter par des droites la direction de propagation de l'onde. On appelle ça un rayon lumineux. Alors, dans le rayon lumineux, il faut également indiquer le sens de propagation. C'est pour ça qu'on indique toujours une flèche sur la droite qu'on a tracée. Et nous, on s'intéressera du coup plus qu'à ces rayons lumineux, c'est-à-dire à la direction et au sens de propagation de l'onde lumineuse. Ceci étant précisé, on ne parlera plus que de rayons lumineux. Bon, alors revenons à la bougie. Comment obtenir l'image d'une bougie sur un écran? Bon, on place une bougie à une certaine distance d'un écran et la flamme de la bougie émet des rayons lumineux dans toutes les directions. Et ceux-ci se propagent en ligne droite, rectilignement. Et chaque rayon qui parvient jusqu'à l'écran produit en fait une image de la flamme sur l'écran. Il existe un très grand nombre de rayons qui parviennent jusqu'à l'écran et ça conduit en définitive à la formation d'un très grand nombre d'images qui se chevauchent. Et l'image est donc brouillée. De même, le corps de la bougie, qui est un objet diffusant, renvoie lui aussi des rayons qui se propagent dans toutes les directions, et les images formées par les rayons issus du corps de la bougie se chevauchent également sur l'écran. On obtient donc par superposition d'une multitude d'images décalées, une image lumineuse floue. Mais alors, comment former une image nette de la bougie? L'astuce serait de sélectionner seulement quelques rayons pour sélectionner seulement une image. Et alors, pour sélectionner seulement une image, on peut utiliser une boîte, type boîte à chaussures par exemple, que l'on munit d'un petit trou sur un des côtés, et le côté opposé faisant office d'écran. On appelle ce dispositif une chambre noire ou un sténopé. Et ça, c'est un dispositif qui est connu déjà depuis l'Antiquité. Donc seuls les rayons qui passent par le trou parviennent jusqu'à l'écran. Donc on peut éliminer tous les rayons qui ne parviennent pas jusqu'à l'écran. Et finalement, il n'y a plus superposition d'images, on obtient une image nette. Vous remarquez aussi que l'image est renversée et qu'elle est plus petite que l'objet. On dit qu'elle est réduite. Elle est aussi, malheureusement, peu lumineuse car peu de lumière parvient jusqu'à l'écran. Pour voir l'image formée sur l'écran, ce qu'on peut faire, c'est placer un papier calque sur le côté de la boîte, ou bien on peut enregistrer l'image avec une plaque photographique ou un capteur. Alors l'image étant peu lumineuse, on ne peut s'en servir que pour former des images d'objets très lumineux. Et pour pallier ce problème de luminosité, on aimerait qu'il existe un dispositif capable de faire converger, de concentrer tous les rayons issus d'un même point de l'objet, par exemple la flamme, vers un seul point de l'écran pour avoir une image à la fois nette et lumineuse de ce point. Ce dispositif existe, ça s'appelle une lentille mince convergente. C'est un objet transparent dont la surface est courbe et qui est plus épaisse en son centre qu'au bord. Elle a des bords très fins. Elle peut avoir les deux faces courbes ou seulement l'une des faces. Et ce genre de lentille, c'est ce que les hypermétropes portent sur le nez. Vous voyez que la lentille convergente fait converger les faisceaux sur cette image.
Et l'inverse existe aussi, il existe des lentilles divergentes dont les bords sont plus épais que le centre, et ce genre de lentilles entraîne une divergence des rayons. Les rayons s'éloignent. C'est le cas des lunettes des myopes, par exemple. On ne les étudiera pas cette année. Et sans rentrer dans le détail, ce sont les lois de Snell-Descartes que vous avez vues en seconde qui expliquent la déviation des rayons lumineux. Plus la courbure de la lentille est importante et plus la déviation est importante. La loupe est une lentille mince convergente et on peut obtenir par exemple l'image des immeubles et des arbres qui sont à côté de chez moi. La lentille fait converger les faisceaux à une distance précise de la lentille et c'est à cette distance qu'il faut placer l'écran pour avoir une image. Et vous voyez clairement que l'image est réduite, elle est renversée et puis elle est assez lumineuse. Un petit défi pour voir si vous avez bien compris. Que se passe-t-il? Que devient l'image si la moitié de la lentille est masquée par un livre? Vous pouvez mettre sur pause le temps d'y réfléchir. Alors, si vous masquez la moitié de la lentille, eh bien, 2 fois moins de rayons vont pouvoir passer à travers la lentille. L'image sera donc 2 fois moins lumineuse. En revanche, l'erreur à ne pas commettre, c'est de croire que l'image sera coupée en deux. Ben, pas du tout, parce qu'on peut toujours trouver un rayon issu de l'objet qui réussit à passer par la lentille. Et en fait, ça indique aussi que plus la lentille est grande, plus la surface de la lentille est grande, plus on recueille de lumière et plus l'image que l'on obtient sera lumineuse. Et c'est pour ça que pour voir des objets peu lumineux dans le ciel, les astronomes utilisent des télescopes extrêmement larges. Alors l'œil et l'appareil photo fonctionnent selon le même principe que ce qu'on a vu précédemment. Dans les deux cas, c'est une boîte noire percée d'un petit trou. Dans le cas de l'œil, on appelle ça le petit trou, la pupille, et ce qui permet de réguler la quantité de lumière qui entre dans l'œil, c'est l'iris. Si en plein jour, l'iris est quasiment fermé, et si en revanche on est dans la pénombre, l'iris s'ouvre pour pouvoir avoir une image plus lumineuse. Pour l'appareil photo, on appelle ça un diaphragme. Et nous, on utilisera aussi un diaphragme en TP ou dans nos modélisations. Ensuite, la lumière entre dans l'œil ou dans l'appareil photo, et là, il y a une série de lentilles minces convergentes qui permettent la formation de l'image. Dans le cas de l'œil, on appelle cette lentille le cristallin. Alors, normalement, elle est transparente, mais pour que vous voyez mieux sa forme, voilà, elle est opacifiée. Pour l'appareil photo, pour former l'image, souvent on utilise une succession de lentilles qu'on appelle l'objectif. Enfin, une fois l'image formée, eh bien, elle est projetée sur un écran ou l'équivalent. Dans le cas de l'œil, c'est un capteur qu'on appelle la rétine, qui est constitué de cellules spécialisées qui convertissent la lumière en un influx nerveux envoyé via le nerf optique au cerveau. Le nerf optique, vous l'avez en jaune clair sur le schéma. Et pour l'appareil photo, on utilise un capteur qui est en fait une succession de photodiodes alignées qui sont capables toutes de convertir la lumière qu'elles reçoivent en signal électrique pour former une image. Alors pour aller plus loin, vous pourrez aller voir comment fabriquer son sténopée et puis l'histoire de la photographie.